Bonjour à tous. Donc on va vous parler d'un projet de développement logiciel autour la problématique de l'archivage électronique. Je suis Pascal Romain, je joue le rôle de product owner dans ce projet et je suis accompagné donc de Sylvain Thénault de la société Logilab et Pierre-Étienne Cassagno, aussi du département de la Gironde, qui est notre administrateur système. Donc c'est un projet que l'on mène en partenariat avec d'autres collectivités territoriales. Donc on va commencer par vous exposer les différentes problématiques. Au départ, archivage et électronique, pas forcément un mariage évident. On est dans le monde de la documentation, du papier essentiellement, avec tout un tas de pratiques qui plongent leurs racines dans plusieurs siècles de conservation de documents produits par les administrations sous format papier. Et puis donc un autre monde qui est celui de l'électronique, informatique, avec aussi d'autres vocabulaires, d'autres pratiques. Et le premier défi, ça a été de se faire rencontrer ces deux cultures. Et notamment, on a commencé par aborder la question des vocabulaires, de tout simplement se parler, utiliser des termes communs, enfin se mettre d'accord sur des concepts communs pour pouvoir ensuite avancer dans la réalisation. Donc notamment, on peut illustrer ça autour de trois concepts qui sont d'un côté le classement. Donc là, sur la gauche, on a typiquement une arborescence de documents tels qu'on peut en avoir sur nos ordinateurs où on range dans des dossiers, des sous-dossiers. Donc ça, on peut dire que c'est le pendant de la pratique papier qui consiste à mettre dans des boîtes des chemises dans lesquelles on a des dossiers, des documents papier. Et puis il y a une autre pratique aussi du monde du documentaire qui est l'utilisation de ce qu'on appelle des vocabulaires contrôlés, c'est-à-dire un certain nombre de listes de termes que l'on organise en hiérarchie, mais qui permettent d'introduire d'autres fonctionnalités, et notamment des termes qui sont équivalents, des termes que l'on emploie ou que l'on peut employer ou pas, de manière à pouvoir catégoriser l'information que l'on souhaite ensuite pouvoir conserver et communiquer. Alors moi je vais prendre mon rôle de technicien. Nous, d'un point de vue plus informaticien chargé de réaliser le projet, on a encore une autre vue sur tout ce système. On va plus parler en termes de schémas, de modèles de données, comment on va faire rentrer tout ça dans une base, notre modèle objet, etc. Donc pour conduire ce projet, qui répond à une obligation réglementaire, de plus en plus les collectivités essayent de dématérialiser un certain nombre de procédures, actes d'état civil, marché public, flux financiers, et pour pouvoir conserver l'ensemble de ces documents qui sont du coup des originaux numériques et leur donner la même valeur à la fois de preuve et pouvoir les conserver dans le long terme en tant que documents patrimoniaux, il a fallu constituer des équipes de manière à pouvoir réaliser ce projet. Donc pour ça, l'approche que l'on a mis en œuvre, c'est la mutualisation et le regroupement de plusieurs compétences complémentaires autour d'un même objectif. Donc on a la figure du e-archiviste qui commence à émerger, donc des archivistes qui sont en capacité d'appréhender le vocabulaire et éventuellement les technologies du numérique, mais aussi des personnes qui seront ensuite en charge d'accompagner les utilisateurs à l'utilisation de ces outils, les utilisateurs finaux eux-mêmes, que ce soit les services qui veulent verser ensuite leurs archives ou les citoyens qui seront ensuite amenés à rechercher et consulter des documents dans ce format numérique. Un certain nombre d'experts aussi autour de la qualité, qu'elle soit en termes de sécurité ou de processus. Des
profils qui viennent du juridique, hein, puisque l'archivage est un monde qui est très réglementé autour de ce qu'on appelle les délais de communicabilité, à partir de quand on a le droit de communiquer telle et telle typologie de documents, respect de la vie privée, anonymisation des données, et ainsi de suite. On a bien sûr des experts en termes de modélisation de données ou développement logiciel, et puis donc l'ingénieur qui va pouvoir transformer ces processus métiers en code informatique et développer des interfaces qui permettent ensuite de réaliser ce processus de manière, si possible, la plus automatisée possible pour pouvoir faire face au volume de données numériques à traiter. Ouais. Tu fais le... Donc pour ça, on a constitué un comité projet, donc adossé à une convention de partenariat, groupement de commandes, ce qui est une forme d'innovation dans la sphère des collectivités publiques. Et on a réuni un binôme informaticien-archiviste dans chacune des 3 collectivités qui sont aujourd'hui partenaires du projet, donc département de la Gironde qui joue le rôle de pilote, mairie de Bordeaux et métropole bordelaise. Avec donc les premières réunions consistaient à se parler, comprendre ce que voulait dire l'autre, et puis ensuite travailler ensemble, partager les différents points de vue en vue d'aboutir à une solution qui réponde aux besoins. Et par-dessus ça, donc comme on est dans le système de la commande publique, on travaille aussi avec plusieurs prestataires, ce qui rajoute à la complexité du projet. Et donc aujourd'hui, actuellement, on travaille avec 3 équipes de développement. Donc la société Logilab aujourd'hui qui fait la présentation avec nous, la société Atos qui joue le rôle d'intégrateur et la société Adulact Projet, puisqu'on utilise le logiciel Azalae comme pivot pour la partie archivage. Et puis, donc, on a aussi besoin, dans le cadre de ce projet, donc il y a la partie études, la partie développement, mais aussi il y a toute la partie administration, système, infrastructure, qui est très importante dans ce projet, puisque c'est ça qui va permettre, qui va être finalement, tous ces documents vont être stockés sur des baies, et il va falloir gérer toute la partie migration de données, migration de format, sécurité d'accès, et ainsi de suite. Donc, pourquoi on présente aujourd'hui ce projet? Parce que quel est le lien entre archivage et open source? Donc, effectivement, il y a une espèce d'injonction aujourd'hui à utiliser du libre, mais il y a aussi, là aussi, une logique de raison qui est que en partageant les investissements, ça coûte moins cher à chacun des partenaires. Donc aujourd'hui, on a créé un groupement de commandes qui nous permet à plusieurs collectivités de partager les frais de développement de cette solution. Et comme elle est open source, ça permet à chacun ensuite, ce mariage ne consiste pas... on n'est pas sur le régime de la communauté de biens. On peut aussi, si on le souhaite, exploiter chacun de son côté la solution qui aura été réalisée par chacun des partenaires. Ça ne présume pas du fait que derrière, on soit obligé de tout faire ensemble. Mais au moins, on a la partie conception et ingénierie qui est mise en commun. Et derrière, on pourra, chemin faisant, imaginer quelles sont les formes d'exploitation du service que l'on aura créé. Voilà. Et encore une fois, d'un point de vue plus technique, on part évidemment pas de la feuille blanche, on récupère énormément de briques existantes de plus ou moins haut niveau, aussi bien au niveau système d'exploitation, serveur web, librairie en tout genre. Donc on en utilise pas mal. Et du coup, l'idée aussi de faire tout ça, c'est de participer au cercle vertueux du logiciel libre et de contribuer à un certain nombre de choses. On aura l'occasion un peu de détailler lesquelles. Donc là, on a aussi une autre problématique qui explique pourquoi on est dans le logiciel libre.
c'est que on devra faire face, donc conserver un fichier pendant un an, faire une sauvegarde, faire un fichier tar, machin, pour conserver sur un serveur, ça pose pas vraiment de problème. En revanche, conserver pendant 50 ans un fichier WordPerfect ou PPTX et pouvoir le relire dans 50 ans, à la fois en lui donnant sa valeur de preuve, mais aussi en étant capable de conserver l'intelligibilité du contenu qui est sur ce document, c'est un autre défi. Donc il y avait celui-là, obsolescence des supports et des formats, donc il va falloir migrer des données d'un format vers un autre, il va falloir au niveau infra migrer des données d'une baie à une autre, de migrer au niveau technologie. Et puis, chemin faisant, on a bien identifié le fait que le système d'archivage électronique lui-même devrait pouvoir être remplacé par d'autres briques applicatives, puisque les applications elles-mêmes ont des cycles de vie qui sont de plus en plus courts. Et si on est trop lié à un socle technique, on n'est pas certain que l'exploitation de ce système va être vraiment viable dans le temps. Donc là, tout l'intérêt du projet, c'est de travailler principalement sur le modèle de données, sur des standards de données qui sont portés par la communauté, de manière à ce que toutes les données qu'on manipule, on puisse éventuellement les transporter d'une application à l'autre sans avoir trop d'adhérence par rapport au système applicatif. Oui, enfin, évidemment, le code source fournit, l'open source fournit naturellement une forme d'auditabilité. N'importe qui peut aller regarder un peu sous le capot, ouvrir le code, l'analyser, faire un peu tout, essayer de comprendre toutes les parties qu'il voudrait. Ça, évidemment, dans le cadre d'un système d'archivage, c'est particulièrement important en termes d'une part de sécurité, de garantie que ça fournit, et évidemment aussi de pérennité, puisque c'est de manière assez naturellement non liée à un éditeur en particulier. Ça peut être repris un peu par n'importe qui. Donc après, en termes d'abstraction du stockage, tu veux dire un mot, Pierre-Étienne ? Bonjour. Donc effectivement, le problème dans tout ça, c'est en termes de maintenance, maintenabilité de la solution. Quand les baies sont achetées, elles sont en général pour 2, 3, 4, voire 5 ans. Le problème, c'est effectivement de faire cette migration des données pour que quand la donnée est dispatchée dans une nouvelle infrastructure, il faut que le document, s'il doit être utilisé dans 50 ans, il faut que cette donnée-là elle soit conservée. C'est là toute la complexité du stockage actuellement au niveau de l'archivage électronique. Donc là, on imagine créer une couche finalement applicative qui serait une forme d'abstraction du stockage qui permettrait, sous la forme d'API, d'avoir, même si on change les baies, si on change le matériel et ainsi de suite, peu importe, on est capable de retrouver par un identifiant l'objet stocké, qui soit stocké en mode bloc ou qui soit stocké en mode RAID, peu importe, ou qu'on passe sur bande ou qu'on soit sur du stockage disque. L'archiviste, lui, il ne doit pas avoir à se soucier de cette question-là. Il doit être certain que l'objet qu'il a stocké à un moment donné, il restera communicable, soit l'original, soit les différentes versions transformées. Et donc il y a une gestion de la duplication aussi des différents fichiers. Et tout ça pose un certain nombre de défis à la partie administration système. Et puis juste un petit point pour revenir, on est aussi en train de faire évoluer les conceptions, désacraliser un peu l'objet document. Donc je vous disais au début, les archivistes sont très attachés à un document papier, c'est quelque chose qu'on manipule, c'est dans un registre, ou ça a une forme très matérielle, très sensible. Aujourd'hui, un document, ce n'est finalement qu'une représentation d'une suite de 1 et de 0, et on pourrait régénérer du document à partir des données, d'une information concernant le format dans lequel elles ont été stockées, pour régénérer autant de versions, de représentations de ces données en fonction des besoins des différentes communautés d'utilisateurs.
Donc là, on va vous faire un petit retour sur les différentes phases du projet, comment on a mené ce projet partenarial. Donc d'abord, on a fait une première phase qu'on a appelée phase prototype, où on a travaillé à la fois sur les processus métiers, donc comment déjà se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'était un processus de versement d'archives, qu'est-ce que c'était un processus d'élimination, de restitution, quelles étaient les parties prenantes, les étapes, les circuits de validation. Donc déjà essayer de se mettre d'accord sur ces processus, arriver à un processus unifié. Et puis on a mené un certain nombre d'études, quelles sont les métadonnées nécessaires, comment on gère du stockage, quels sont les besoins de communication, de recherche. Et on a commencé directement, plutôt que de faire traditionnellement un grand cahier des charges pour ensuite lancer la réalisation, par développer un petit prototype qui donnait à voir aussi aux archivistes, hein, qui étaient assez inquiets et assez ignorants de comment ils allaient pouvoir réaliser leurs activités dans cet univers. Et donc on est parti de 2 briques open source qui sont Alfresco, donc qui est utilisé généralement pour faire de la gestion électronique de documents, dans la version open source Alfresco Community, et le logiciel Azalae, qui est donc un logiciel qui est développé par Adulact Projet, patronné par l'association Adulact, qui regroupe un certain nombre de collectivités territoriales qui sont intéressées par utiliser des briques libres. Et donc on a fait réaliser un connecteur entre ces 2 applications, dans l'idée où une certaine partie des utilisateurs serait côté GED et l'autre partie, les archivistes, pourraient avoir un outil qui leur permette de piloter leur processus et leurs objets archivés grâce à l'utilisation du logiciel Azalae. Et à l'issue de cette phase, on a abouti donc à une vision modulaire qui est faite qui du coup fait émerger le besoin d'interface d'API entre les différentes briques du système. Donc ça part d'un modèle normatif qui a été élaboré par les agences spatiales CNES ou la NASA aux États-Unis. Eux, ils avaient déjà des besoins d'archivage autour de toutes les grosses données d'imagerie satellitaire, toutes les études qu'ils pouvaient mener. Et donc, ils ont conçu un modèle normatif qui s'appelle OAIS, Open Archival Information System, qui contient donc 6 entités différentes et qui détaille tous les services que doivent se rendre ces différentes entités. Et donc, nous, par-dessus, on a essayé de plaquer une vision applicative qui aboutit donc à 9 briques applicatives qui sont donc en interaction et qui se répartissent les différentes activités et services autour d'un besoin qui est la gestion de l'archivage électronique. Alors, à l'issue de cette phase 1, en tout cas, donc, il y avait un certain nombre de choses qui avaient avancé, qui étaient claires. Parmi celles-ci, il y avait les différentes composantes du SAEM, du moins dans sa version initiale, qui correspondaient aux besoins des 3 collectivités, donc la ville de Bordeaux, la métropole et le conseil départemental de la Gironde, qui était de baser ce système-là sur ces 3 composantes principales. Donc Alfresco, qui était déjà en utilisation, pour tout ce qui était GED documentaire, puisqu'on va voir qu'une des parties du projet, c'est notamment de récupérer des données tout au long du cycle de vie pour faciliter le processus d'archivage et en améliorer la qualité. Pour la partie purement SAE, donc le produit de l'Adulact, que vous utilisiez aussi déjà, les 3 collectivités, et la brique qui a été complètement développée, notamment donc dans cette phase 2 sur laquelle on va arriver, c'est une partie référentielle de données, donc un peu une brique centrale qui va permettre de mettre les données au centre de tous ces processus-là et de les échanger entre les différentes applications en ayant une capitalisation sur ces données qui deviennent à la fois d'une part des données de référence et les métadonnées des documents qui vont être accumulés tout au long du cycle de vie des différentes applications dans lesquelles vous pouvez passer un document électronique entre le moment où il est créé et le moment où il est archivé pour du long terme. Parce que du coup, quand on a fait la rétrospective de cette phase 1, on s'est aperçu qu'on saisissait
les mêmes données à plusieurs endroits. Donc on devait saisir des données dans la GED, on devait saisir des données dans le système d'archivage. C'était source d'erreur, ça capitalisait pas sur des informations ou des vocabulaires. Et c'est là qu'a émergé le besoin d'un entrepôt de données de référence qui pouvait permettre de mettre à disposition des données à ces différentes briques du système. Ouais, et un dernier point important, c'est que ça correspondait, donc notamment les deux briques, là, Alfresco et Azalea, correspondaient aux besoins des collectivités, mais on a tout pensé en termes notamment en travaillant autour des techniques du web sémantique, donc de normaliser, travailler vraiment sur la donnée qui permet de la mettre au centre du processus et à terme d'interopérer, pas nécessairement avec ces outils-là, dans l'idée qu'on puisse en changer tout ou partie à un moment donné, ou selon les besoins des différentes collectivités, qui utiliseraient par exemple un autre outil pour la GED ou pour l'archivage par exemple. Du coup, on a amené les archivistes à penser en termes d'ontologie. Quel est mon domaine de connaissances, quelles sont les différentes règles qu'il y a autour de ces pratiques-là, pour à terme, s'il y a une ontologie et que toutes les données y sont raccrochées, alors je pourrais avoir une archive autoportante que je pourrais déplacer d'un système à l'autre et je pourrais faire communiquer ces données éventuellement avec d'autres applications. Alors, donc tout ça, c'était à l'issue, c'était tout ce qu'il y avait à l'issue de la phase 1 qui a duré 1 an, 2 ans, 1 an. 1 an et demi, ouais. Nous, le GILAB, on est arrivé au début de la phase 2, c'était il y a 1 an maintenant. Donc il y avait ce comité de projet qui s'était mis en place, il y avait eu pas mal de discussions, donc tout le monde commençait à avoir un peu... Enfin, disons que les échanges s'étaient bien passés, il y avait déjà eu une montée un peu en compétences, chacun commençait à se comprendre au sein du comité de projet. Il y avait un certain nombre de choses qui avaient émergé. L'idée, c'était d'en faire une application. Il y avait un espèce de gros cahier des charges avec plein de fonctionnalités de ce qu'on voudrait pour remplir tous les besoins des différentes briques. Mais tout ça ne mettait pas forcément... Enfin, ça restait un peu... on ne savait pas trop forcément... dans quel sens aller tout de suite, où donner de la tête. Donc on a mis en place un développement en mode agile, où il a fallu du coup, donc dans le cadre notamment du développement du référentiel, puisque c'est la partie dont nous on s'est occupé à Logilab, de mettre en place des ateliers, de commencer à nous aussi comprendre le métier, les différentes interactions, le point de vue de la DSI, le point de vue des archives, qu'ils soient capables de comprendre un peu plus avant qu'est-ce que c'était que le web sémantique. On a fait une formation sur ce sujet-là avec tous les membres du coproj. Et puis surtout de définir comment obtenir à partir de ce sac de besoins une application qui fonctionne. Donc ça, je pense que c'est quand même un des aspects particuliers de ce projet. Donc non seulement c'est un regroupement de collectivités, c'était déjà pas mal, mais en plus on a réussi à avoir un développement en vrai mode agile, c'est-à-dire que sur l'issue de cette phase 1, on a commencé on a un peu remis toutes les choses à plat, on a utilisé les techniques un peu du Lean Startup, je ne sais pas si vous connaissez, donc de faire des espèces de business plans sur ces bases-là, d'exprimer une vision à 6 mois. Donc qu'est-ce que ça va être notre fameuse trottinette, puisque c'était un peu l'image qui a pas mal permis à tout le monde de comprendre ce que c'était qu'un développement en mode agile où on commence par avoir petit mais qui fonctionne avant de viser d'avoir plus gros, tout en ayant une vision à plus long terme de ce sur quoi on veut arriver au final. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, à peu de choses près, qu'on a commencé ça. Donc on avait fait un sprint 0 justement de formation, d'échanges, d'ateliers, etc. Et aujourd'hui, on a fait une dizaine de sprints. Donc on a une version dont on va détailler les fonctionnalités juste après. Donc ça a introduit tous les membres du coproj dans une équipe de conception, avec les développeurs, avec la partie infra. Tout le monde participe aux ateliers, tout le monde teste. Tout le monde est en capacité de concevoir une histoire utilisateur. Et du coup, c'est autant de conduite du changement et ensuite de capacité derrière à utiliser le produit qui sont déjà réalisés et uniquement sur des fonctionnalités essentielles. Donc la priorisation, c'était quelque chose avec lequel les archivistes n'étaient pas forcément familiers. C'est valable aussi dans d'autres communautés d'utilisateurs. On veut beaucoup de choses sans savoir exactement si on en a vraiment besoin ou pas.
Là, à chaque fois, en remettant en question, est-ce que ça va être utilisé? Est-ce qu'on a vraiment les données en entrée pour derrière faire des exports? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces champs pour montrer que ça fonctionne ou pas et que ça interagit avec telle autre brique? On arrive au bout d'un an avec un vrai produit qu'on peut montrer qui fonctionne, même s'il n'est pas encore au niveau de la Rolls. Voilà, mais qui aujourd'hui intéresse un grand nombre de collectivités qui s'intéressent à cette question de l'archivage électronique. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au bout d'un an? Donc, ici, on va mettre l'accent particulièrement sur la brique référentielle du système, puisque c'est celle sur laquelle nous on a travaillé d'une part, et d'autre part, c'est vraiment central dans le système. Donc, aujourd'hui, on a choisi, pour commencer, de travailler tout ce qui est données de référence, qui vont être utilisées pour l'archivage. Donc il y en a différents types. Il y a les données externes, les différents thésaurus. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les thésaurus, par exemple Rameau, qui est fourni par la Bibliothèque nationale. Il y a tout un tas de thésaurus qui sont des plans de classement un peu prédéfinis, qui utilisent notamment le format SCOS là, du web sémantique. Il y a des référentiels géographiques, des outils comme GeoNames ou des choses comme ça pour tout ce qui est localisation. Donc ça, c'est des choses qui, pour l'essentiel, existent déjà sur Internet, qu'il va falloir essentiellement capter et être capable de réexposer dans le processus d'archivage. Donc il y a quand même un gain de temps déjà dans tout ça, de pouvoir réutiliser toutes ces données. Et l'autre part, c'est toutes les données de référence interne qui sont en général plus spécifiques à une collectivité. Donc par exemple, tout l'organigramme interne d'une collectivité, ce qui n'empêche pas parfois de vouloir les partager entre collectivités, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui se recoupent, les différents acteurs qui vont intervenir dans le processus, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce référentiel, il existe. L'idée, c'est aussi qu'il soit alimenté par des experts. D'une part, les gens qui font les thésaurus, d'autre part aussi les archivistes qui ont un rôle un peu... justement d'experts, on parlait des archivistes, ceux qui sont capables de guider finalement les autres, notamment en mettant au point des plans de classement qui vont permettre le bon usage finalement des archives, aussi bien, c'est assez crucial derrière, notamment pour l'exploitation des archives sur le long terme. Donc on augmente sensiblement la qualité de par cette administration, et puis on met à disposition toutes ces données, ce qui finalement permet de simplifier tout le processus, de gagner du temps, d'éviter de ressaisir des données. On a un vrai référentiel. Et on reprend les concepts du développement informatique, finalement en identifiant des entités que derrière on est capable d'instancier, plutôt que de partir du producteur de documents et puis d'analyser toute sa production et puis de l'archiver. Là, on part du document où on remonte au dossier. Et ensuite, les ensembles de dossiers, on les agrège, mais on est capable de réutiliser toutes les propriétés qu'on a indiquées au niveau du document ou du dossier et de jouer avec ces différentes briques pour constituer ce qu'on appelle des profils d'archivage, qui sont en fait des plans de classement type qui sont donc toute la couche de métadonnées qui accompagnent les différents versements, qui permettent de les contextualiser et derrière de pouvoir les pérenniser et les communiquer. Donc on est vers le Graal de l'ontologie et finalement on est dans une logique qui était assez verticale avec des vocabulaires métiers. On décrit des acteurs, on décrit des vocabulaires, on décrit des profils et on décrit des documents. Et l'ontologie doit permettre de rassembler tous ces différents aspects et surtout de tisser des relations entre ces différentes entités. Ce qui permettrait à terme d'avoir aussi les règles d'habilitation, les règles de communication et d'avoir ce fameux système autoportant qui permet derrière de pérenniser le système. Et le référentiel, finalement, va permettre de construire 4 types d'usages: gestion de thésaurus, gestion de profil, gestion d'acteurs et implémentation du modèle de données théorique de la communauté, et d'interagir avec les 2 briques applicatives que je vous présentais tout à l'heure, en exposant des données que ces briques applicatives sont chargées ensuite de consommer.
Donc en termes de processus, on a les SI des collectivités avec leur jet de métier ou éventuellement des jets de transverse, mais aussi des fichiers qui traînent sur des arborescences de fichiers. On va soit avoir des logiques de connecteurs métiers ou de connecteurs transverses qui sont un autre graal de collectivité, mais on va aussi permettre de s'adresser à des petites collectivités ou à des individus, puisqu'on peut aussi faire des dépôts d'archives privées et qui vont pouvoir déposer manuellement des fichiers. Là, ensuite, on a l'AGED qui permet d'avoir une interface utilisateur dans laquelle se déroule à la fois le plan de classement et puis les différents processus à proprement parler. Les interactions entre les services producteurs et les services archives, et puis tout ça dans le respect de la réglementation, avec toute la partie journalisation, traçabilité, valeur probante, coffre-fort, signature et ainsi de suite. Mais l'introduction de ce module au milieu de gestion de données de référence permet à la fois d'alimenter ces différents systèmes. Donc on gagne du temps, on n'a pas à ressaisir des données, on est capable ici d'administrer en centralisé et de rendre disponibles des données pour différents usages, et du coup aussi bien sur la partie gestion courante. Mais on va être aussi capable, et ça ce sera la deuxième partie du projet, de capter toutes les métadonnées qui sont créées à l'occasion de ces différentes étapes du cycle de vie pour créer un entrepôt de métadonnées qui du coup lui-même sera capable d'offrir des services de consultation et d'interrogation. Justement, par rapport à toutes ces problématiques entre les briques applicatives et le métier d'archiviste, nous avons vu qu'il fallait un utilisateur et un administrateur dédié à cette tâche-là, qui puisse justement faire le lien entre les différentes personnes qui font de la prestation, comme Azalea, Alfresco ou justement Logilab avec le référentiel, et les personnes qui sont plus métiers en tant que tels, plus fonctionnels, qui veulent eux juste déposer des fichiers en tant qu'archive électronique. Donc il fallait absolument qu'il y ait une personne qui soit opérateur technico-fonctionnel. Donc pour cela, il a fallu se former pour apprendre que ce soit le vocabulaire technique justement d'archiveur et tout ce qui va avec. L'autre point essentiel, c'était que notre infrastructure au sein du département de la Gironde voulait être utilisée en tant qu'opérateur d'archives. Il fallait donc que nos baies qui sont stockées chez nous soient capables de pouvoir justement récupérer ces données qui étaient stockées via les différents versements applicatifs, que ce soit via la GED avec les données ou l'archivage en lui-même avec les 50 ans, 20 ans, 15 ans de conservation des données. Le fait d'utiliser le département de la Gironde comme intégrateur unique vient essentiellement du fait que les baies sont stockées et appartiennent au département de la Gironde, d'où cette facilité de travail. Au niveau de cette intégration, justement, il fallait que la personne en question fasse le lien au sein du comité de projet. Quand justement mes collègues de Logilab, d'Adulact ou d'Atos proposent des nouvelles versions, il faut que je puisse les implémenter dans notre processus et dans notre technologie, qui est une solution open source via Red Hat, et de proposer cette phase de test à nos utilisateurs qui sont archivistes. Donc il faut faire le lien et utiliser les bons vocabulaires, parce que quand on parle avec des archivistes, ils utilisent un vocabulaire qui est différent d'un vocabulaire technique que nous on peut utiliser en tant qu'informaticien. Donc il faut savoir faire la part des choses et réussir à se comprendre finalement. Les baies EMC que nous utilisons actuellement sont pour l'instant en phase de validation et à terme seront utilisées dans un premier temps dans de la production pour stocker ces données. Et ensuite, nous verrons avec les différents partenaires, que ce soit la mairie de Bordeaux ou la métropole, quelles peuvent être les nouvelles solutions pour garantir une pérennisation justement des données sur 15, 20 ou 30 ans. Parce qu'actuellement, notre solution technique, nous l'avons depuis quelques temps déjà. Donc il faut aussi
penser au futur, à comment nous allons mettre en place cette nouvelle infrastructure, quelles peuvent être les solutions pour que, voilà, justement Pascal parlait tout à l'heure du format de données. C'est vrai qu'actuellement tout le monde peut lire du Word ou du PDF. On ne sait pas si dans 15 ans ça sera le cas. Actuellement on utilise des baies qui sont stockés chez nous, mais on ne sait pas si dans 15 ou 20 ans ça sera chez nous, ou si les disques durs, on ne sait pas si ça sera encore utilisé, ou utilisable même. Donc toute cette question-là, elle est importante, et c'est justement ça le but d'avoir dans un projet agile une vision de tous les acteurs présents. Et le défi, donc on réutilise des données qui viennent d'Internet, vocabulaire, ou des notices de producteurs. Mais l'intérêt, c'est qu'on pourra répondre à ces différentes questions. Je pourrais proposer un protocole de communication, une API qui permettra de récupérer toutes les archives versées par un acteur donné. Je pourrais faire une interrogation, toutes les archives qui sont liées à un concept de vocabulaire. Je pourrais faire un lien vers d'autres corpus d'indexation. Sur le concept, par exemple, bienveillance, je peux faire un lien entre bienveillance à la BNF et bienveillance pour les archives. Et je suis capable de mettre en relation comme ça différents corpus. Si au départ je le prépare, la machine sera capable de comprendre que ces concepts sont équivalents. Et derrière, pour les concepteurs d'interface, formulaires de recherche ou communication, navigation, ça sera d'autant plus facile d'implémenter ensuite ces interfaces pour les utilisateurs. Alors, bon, on va aller un peu vite parce qu'on commence à manger le temps des autres, mais bon, vous serez content d'apprendre qu'on a tenu notre promesse, on a fait des contributions, on a un certain nombre de choses qui sont ressorties. Je suis pas sûr que ça soit... on va peut-être passer plus de temps, enfin juste conclure sur celui-là. Là, pour le moment, on a un certain nombre de choses qui ressortent. Vous en avez la liste là, on pourra en discuter après peut-être pour ceux qui sont curieux. Voilà, et donc aujourd'hui, on poursuit ce projet. On veut alimenter le référentiel avec les données ici du cycle de vie, donc toute la traçabilité, les métadonnées, et continuer à construire des connecteurs entre les différentes briques applicatives. Et donc on fait un appel aussi pour toutes les collectivités ou sociétés de développement qui pourraient être intéressées à adapter cette brique applicative qui est aujourd'hui sur une forge open source, l'adapter et la faire évoluer, pourquoi pas participer à son financement. Et donc on a un blog en ligne dans lequel on a remis à disposition tout ce qu'on a fait depuis le début du projet étant Creative Commons, les études, les marchés publics, les profils et tous les développements, contributions à Alfresco, à Azalae et donc le module Cubic Web. Tout est remis à disposition de la communauté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Comment tout ça s'inscrit dans le projet Vitam de plateforme d'archivage de l'État ? Alors donc on est en relation avec eux et donc le projet Vitam, son périmètre, c'est de fournir aux services de l'État ou services décentralisés, mais toujours sur le giron administration centrale, disons, une interface qui permet de faire le lien entre le RSI et cette partie archivage. Mais ensuite, aujourd'hui, les archives de la Gironde, par exemple, hébergent 90% d'archives de l'État, 10% d'archives du département, puisqu'il y a une double tutelle. La directrice des archives est à la fois dépendante du ministère de la Culture et agent du département. Donc on travaille avec eux pour voir comment du coup faire une interface qui permettra de déposer depuis Vitam des données. Vitam sert de middleware en fait pour passer derrière d'inversement des SI des services centraux vers la partie qui doit, il y a une partie qui remonte au central et une autre partie qui sera déposée dans les services d'archives territoriaux.